Lorsque vous créez une application, certainement que votre application aura plusieurs composants graphiques répartis sur plusieurs écrans que vous voudriez accéder. Pour ce faire, vous devez mettre en place un système de navigation qui permet de gérer la pile ou les stacks de vos écrans selon que l'utilisateur navigue en lui proposant une belle expérience utilisateur. Jusque-là, il n'y a pas de librairie officielle pour la gestion d'un système de navigation pour un projet Kotlin multiplateforme qui est publié. Mais la communauté Kotlin nous offre déjà plusieurs solutions qui vous permettent déjà de faire tout le nécessaire. C'est le cas de la librairie Voyager, Decompose, et puis X, et puis Compose. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un projet Kotlin multiplateforme avec Compose multiplateforme pour partager les UI pour toutes les plateformes ciblées. Le projet permettra d'avoir une application permettant à l'utilisateur de naviguer entre différents écrans de l'application grâce à la librairie Voyager. Voyager est une très bonne librairie avec une très bonne documentation que vous pouvez retrouver sur ce site. Elle supporte presque toutes les plateformes les plus utilisées. Android, iOS, les plateformes des ordinateurs de bureau, Windows, Mac, Linux. Outre cela, ça supporte même le web. Et comme vous allez le remarquer, elle est très facile à utiliser. Telle est l'application que nous allons créer. Nous allons voir comment faire une navigation linéaire, c'est-à-dire passer d'un écran vers un autre en y ajoutant une certaine animation de transition. Nous allons voir comment passer les données comme argument d'un écran à un autre écran, les données de type primitif, tout comme les données complexes. Nous allons voir aussi comment faire une navigation par tab en l'implémentant dans les composants Button Navigation Bar. Et enfin, nous allons voir comment réaliser les navigations imbriquées. Sans plus tarder, le projet est déjà créé depuis l'assistant de création d'un projet Kotlin multiplateforme, Kotlin Wizard, est déjà ouvert dans l'IDE Android Studio avec toutes les configurations nécessaires. Dans les dossiers source, précisément dans le module Common Main, où on retrouve le code source partagé pour toutes les plateformes, je vais ouvrir le fichier build.gradle.kts où on retrouve bien évidemment des scripts Kotlin pour la configuration de notre projet. Nous avons au fait tous ces mentions qui ont été ajoutés automatiquement lors de la création du projet. Je vais ajouter juste dans les blocs dependencies des common main 3 librairies. La librairie Voyage Navigation, Voyage Tab Navigation et Voyage Transition. Comme vous pouvez le voir, je les ai appelés à partir de l'objet libs. Au fait, c'est parce que j'ai utilisé la version catalogue. Dans le dossier Gradle, au fait, dans ce fichier, j'ai défini dans la section version la version de Voyager et dans la section libraries, j'ai ajouté la librairie avec la nomenclature Voyager Navigator, en tout cas qui sera appelée dans le script Gradle, Voyager.navigator, comme il y a un trait d'union. En fait, j'ai renseigné les coordonnées d'identification unique ainsi que la version pour toutes ces 3 dépendances. Voilà au fait ce que j'ai fait. En tout cas, tous les restes, tous ces machins ont été ajoutés automatiquement lors de la création du projet. C'est tout ce qu'on a à faire pour ce qui est de la configuration. Alors, dans app.kt, la fonction composable app, c'est la fonction qui est considérée comme le point d'accès principal de notre application. Cette fonction est appelée dans tous les composants spécifiques de chaque plateforme qui permet d'initialiser l'UI. Pour Android, par exemple, la fonction est appelée dans les composants Activity. Pour Desktop, la fonction est appelée dans les composants Windows. Voilà, ce sont là, au fait, les 2 plateformes que j'ai targetées ou ciblées pour le cadre de ces projets. Alors, disons que notre application sera constituée de plusieurs écrans que l'utilisateur devra naviguer pour accéder l'un ou l'autre, ou encore retourner là où il était, ainsi de suite. Pour gérer cette pile de navigation, nous avons dit que nous allons utiliser la librairie Voyager, que nous avons déjà configurée d'ailleurs dans notre projet.
Avec Voyager, chaque screen est une classe qui implémente au fait l'interface screen, laquelle interface nous exigera d'implémenter la fonction setContent, voilà, pour définir au fait le UI du screen. Je vais donc créer notre premier screen à ce niveau. Ça sera juste une classe Kotlin avec comme nom screen A. Comme je l'ai dit, la classe doit implémenter l'interface screen de Voyager. Et là, je vais implémenter la fonction content qui doit être une fonction composable like this. C'est à l'intérieur de cette fonction que je vais définir les éléments UI de cet écran ou screen. Je vais ajouter la fonction composable de mise en page column, les paramètres vertical arrangement à arrangement.center et horizontal alignment à alignment.center horizontally. On fait ces deux paramètres pour centrer les contenus au centre de la fonction composable. Modifier à modifier fill max size pour remplir au fait tout l'espace. Je vais importer l'interface modifier. À l'intérieur, je vais ajouter un texte par la fonction composable text pour afficher les textes. Ça sera juste ici screen A. Juste en bas, je vais ajouter un bouton par la fonction composable button. Les paramètres on click. En fait, je vais définir tout de suite les instructions exécutées, mais en attendant, à l'intérieur du bouton, on va afficher par la fonction composable text. Ça sera le texte navigate to screen B. Voilà. Pour contrôler les stacks de navigation, je vais déclarer à l'intérieur de la fonction content la variable val navigator qui sera égale ici à local navigator get current or through. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, voilà, cette fonction va lever une erreur. Cette fonction va récupérer la pile ou les stacks courants, ou du moins s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va lever une erreur. Maintenant, à l'événement onClick du bouton, je vais appeler à l'objet navigator la fonction push. En paramètre, ça sera l'instance de la classe qui contient les screens qu'on souhaite afficher. Ça sera ici l'instance de screen B. Voilà, c'est une classe qui n'existait pas encore. Pour faire simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ce fichier et le nom sera screen B. Puis, cliquez sur OK. Cool. Ici, ça sera screen B. Je n'aurai pas besoin de ces boutons ici, en tout cas pas. Les navigateurs non plus. Je vais mettre cette ligne en commentaire, comme suit. Voilà, c'est bon. Maintenant, dans app.kt, dans cette fonction, comme nous avons déjà les deux screens à partir desquels nous voulons naviguer de l'un à l'autre, revenir de l'un à l'autre. Maintenant, dans app.kt, dans cette fonction, nous allons appeler la fonction composable navigator pour hoster au fait les screens. En paramètre, je vais préciser l'instance du screen initial. Ici, ça sera l'instance de la classe du screen A qui implémente voilà, les éléments UI du screen A. C'est bon, je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Et oui, l'application est lancée. Lorsque je clique sur le bouton Navigate to Screen B, et oui, c'est le Screen B qui s'affiche. En tout cas, ça marche. Mais la transition entre le Screen A et le Screen B, en tout cas, c'est vraiment brusque. Ce qui n'est pas du tout bon. Pour ajouter une certaine animation sur cette transition des screens de ces navigateurs, je vais ici ouvrir le bloc, voilà, et appeler la fonction slide transition qui prend en paramètre les navigateurs. En fait, cette fonction retourne ici les navigateurs, like this, et c'est ces navigateurs que je vais passer en paramètre. Voilà. Je vais réexécuter l'application
on peut voir une bonne transition lorsqu'on navigue du screen A vers le screen B, tout comme lorsqu'on revient au screen A en provenance du screen B. En tout cas, c'est très génial. Voyager nous propose aussi une très bonne manière de passer les données comme argument d'un screen à un autre. Comme vous pouvez le constater, les screens sont définis dans des classes. Et lorsqu'on veut afficher un screen, on appelle son instance via son constructeur. D'où pour la classe screenB, on peut définir une propriété. Par exemple, ici, la propriété privateValTitle du type string. La valeur de cette propriété sera affichée ici. Au lieu de ce texte, ça sera lac10. Maintenant, dans screen A, là où on souhaite afficher le screen B, dans les stacks de navigation, en appelant l'instance de sa classe ici, l'instanciation exige l'argument au paramètre title. Voilà. Je vais mettre ici screen B, comme suit. C'est la valeur que je souhaite passer de screen A vers screen B, qui sera récupérée directement à partir de l'argument title. Je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. C'est bon. Je vais cliquer sur le bouton. Et oui, la valeur depuis le screen A été envoyée avec succès au screen B. Là, nous avons passé voilà, une donnée de type primitif, une donnée de type string. Qu'en est-il alors si nous avons des données complexes qui sont représentées voilà, dans les objets? En tout cas, c'est aussi faisable. Nous avons la possibilité de passer des données complexes d'un screen vers un autre. Je vais créer une data class ici pour représenter une donnée complexe. Ça sera Pojo, une data class. La première propriété, val prop1, ça sera du type string, que je vais directement initialiser par value1, lac10. Ensuite, la propriété val prop2, du type int, que j'initialise à 1 aussi. Alors, pour passer un argument du type de données Pojo, je vais devoir définir, comme je l'ai fait pour la donnée du type string, je vais devoir définir un autre paramètre à la classe screen B. Ça sera alors ici private val Pojo du type Pojo. Et juste ajouter ce texte, voilà, je vais dupliquer cette fonction et afficher Pojo comme une chaîne de caractères lac10. Dans screen A, comme je l'ai fait pour title, je vais aussi passer l'argument au deuxième paramètre. Ça sera une instance de la classe Pojo lac10. Voilà, ça sera juste avec des valeurs par défaut. Je vais réexécuter le projet encore une fois. Et lorsque je navigue vers le screen B, et oui, nous avons accès aux données passées depuis le screen A. Voilà comment est-ce que c'est possible et très facile de passer les arguments depuis un screen vers un autre screen avec la librairie Voyager. À présent, voyons voir maintenant comment faire une navigation avec le Tab Navigator avec la fonction composable Button Navigation. Pour commencer, je vais créer une classe que je vais nommer Tab1. Bon, ça sera un objet singleton. En tout cas, ça sera juste une seule instance. On n'aura pas vraiment besoin d'instancier. Voilà. Ça va implémenter l'interface Tab, toujours de Voyager. Et ici, nous allons implémenter cette propriété et cette fonction. Je vais implémenter l'accesseur de cette propriété. Voilà. Cette fonction doit d'abord être une fonction composable parce qu'à l'intérieur, nous allons utiliser des fonctions composables. Et la fonction sera en train de retourner ici par return, remember, une donnée du type tab option
Au paramètre index du type uShort, je vais mettre l'index ici à, comme c'est les premiers tabs, ça sera 0U. Le paramètre title, je vais mettre ici tab 1, tab 1. Et au paramètre icon, comme argument, ça sera par la fonction composable remember vector paint qui prend comme argument icons.values, ça sera l'icône homme. La fonction composable remember vector paint dans une fonction remember, en tout cas ça ne colle pas. Ce que je vais faire, je vais donc à ce niveau déclarer la variable icon. Je vais amener ceci à ce niveau, puis passer ici icon comme argument. Le contenu du tab ici, la fonction sera annotée, voilà, par la notation composable. Le contenu sera ici la fonction composable de mise en page box. Modifia à modifia.fillMaxSize. Je vais importer l'interface modifia. Je vais importer modifia. Content alignment à alignment.center au fait pour que les éléments à l'intérieur puissent être centrés verticalement et horizontalement du box. À l'intérieur, j'aurai un texte avec comme texte tab 1 content. Voilà. Qui sera centré juste au milieu, comme je l'ai dit tantôt. C'est tout, je crois, pour tab. En tout cas, on n'aura pas beaucoup d'éléments, juste pour illustrer. Je vais aussi dupliquer ce fichier pour le deuxième tab. Lac 10. Ça sera tab 2. Ici, l'icône sera favorite. Title, ça sera tab 2. L'icône, c'est déjà bon. Ici, ça sera aussi tab 2 content. Voilà, ce que je vais faire par la suite, c'est d'ajouter tous ces deux tabs dans le screen B avec la barre de navigation inférieure. Je vais donc mettre tout ceci en commentaire. Et pour hoster les tabs, je vais appeler la fonction composable tab navigator et passer en paramètre les premiers tabs. Voilà, c'est les tabs qui sera affiché par défaut. Voilà, je vais juste ici préciser l'objet tab 1. Bon, à l'intérieur, je vais ajouter là où je vais définir au fait les contenus de chaque tab. Ça sera dans la fonction de mise en page prédéfinie, la fonction scaffold. Au paramètre top app bar, je vais juste définir la barre de navigation supérieure par la fonction composable top app bar. Voilà. Avec comme titre, par la fonction composable texte, sera ici navigation with Voyager. Les paramètres button bar, ça sera ici par la fonction composable button navigation. Ça retourne ici un row scope, comme vous pouvez le voir. Et juste ici en bas, je vais créer une fonction d'extension sur les row scope. Voilà, pour définir comment les éléments du button navigation seront affichés. Fan row scope tab navigation item avec un paramètre une instance de l'interface tab. C'est une fonction composable. J'aurai besoin ici de val tab navigator qui est égal à local tab navigator.current. Ici, button navigation item, cette fonction au paramètre selected, ça sera l'expression booléenne. Ici, ça sera l'expression booléenne. Ce sera l'expression booléenne suivante, tab navigator.current, qui est égal à tab. Voilà, si la condition est vérifiée, ça retourne true.
Ce n'est pas vérifié, ça retourne false. On clique. Lorsqu'on clique sur l'item de la barre de navigation, tab navigator.current sera égal à tab. Voilà. Et enfin, le dernier paramètre, icon, sera ici, voilà, par la fonction composable icon. Au premier paramètre, à l'objet tab, la propriété options, j'appelle la propriété icon. Et content description, toujours à tab, la propriété options, la propriété title. Bon, ici, en fait, tous nos tables ont d'icônes. Je vais donc mettre ici les deux points d'exclamation en fait, pour forcer, parce qu'on est sûr que ça n'aura pas de valeur nulle, donc on est sûr qu'il n'y aura aucun problème de null pointer exception. Alors, à ce niveau, je vais ajouter les items de la barre de navigation inférieure en appelant ici la fonction tab navigation item. En paramètre, l'objet tab1 et le deuxième item de la barre de navigation, toujours par tab navigation item, en paramètre tab2. Alors ici, pour le contenu du scaffold, je vais appeler directement la fonction current tab qui retourne en fait le contenu du tab sélectionné. Ici, je n'ai pas besoin de ces propriétés. Elles ne sont pas vraiment utilisées. Je vais donc les mettre en commentaire. Tout ce que j'ai besoin ici, c'est juste ce bloc. Voilà, ce bloc. Et dans screen, je vais mettre ça aussi en commentaire. Comme la classe screen n'a plus de paramètres. Cool. On sera ici en train de cliquer sur le bouton pour naviguer vers screen B. Et là, nous aurons une button navigation avec des buttons navigation item. Et cette fonction sera en train d'afficher le contenu du button navigation item actif. Je vais exécuter l'application. C'est bon. Je vais naviguer vers screen B. Pour tous les deux items, en tout cas, c'est la même chose qui s'affiche. Voilà, effectivement, ici, j'ai mis tab 1 partout. Je devrais plutôt mettre tab 2 au deuxième item. C'est ce que je vais faire dans screen B. Je vais l'exécuter. On va voir. Je vais aller vers le screen B. C'est bon cette fois-ci avec tab 1 qui s'affiche par défaut. Et lorsque je clique sur tab 2, et oui, ça marche. Cool. Enfin, voyons voir comment on peut faire des navigations imbriquées dans une autre navigation. Comme ici dans un tab navigator, ajouter un navigateur linéaire. Je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer nested screen 1. C'est une classe. Ça va implémenter l'interface screen. Je vais implémenter la méthode content. Ça doit être une fonction composable. À l'intérieur, la fonction composable column modifier.fillMaxSize. Je vais importer modifier horizontal alignment à alignment.center horizontally. Vertical arrangement à arrangement.center. À l'intérieur de cette fonction, un texte par la fonction texte, ça sera nested screen 1, comme suit. Juste en bas, je vais ajouter un bouton par la fonction composable button. On clique. Je vais déclarer ici val navigator, local navigator, point current or draw. Voilà. Et ici, à l'objet navigator, je vais appeler la fonction push
Ça sera ici l'instance de Nested Screen 2. En fait, le texte sur les boutons, ça sera Navigate to Nested Screen 2. Je vais alors créer la classe Nested Screen 2 parce que ça n'existait pas encore. Nested Screen 2. Nous avons aussi implémenté l'interface Screen et implémenter comme on est en train de le faire la fonction Content. La fonction doit être bien évidemment composable. Je vais enlever ces manches et récupérer ces bouts de code ici au niveau de la classe Nested Screen 1. Que je vais coller juste à ce niveau. Je n'ai pas vraiment besoin de ces boutons ici. Nous avons déjà nos deux screens qui seront imbriqués dans un navigateur, imbriqués dans un tab navigator. Et ça sera dans les tabs 1, tab 1. Je vais les placer juste ici. Donc, je vais mettre ceci en commentaire. Et juste ici en bas, la fonction navigator. Et en paramètre l'instance de Nested Screen 1. En tout cas, ça sera ça, le screen par défaut de ces stacks de navigation. Voilà, c'est bon, très cher dev. Je vais exécuter encore une fois l'application pour voir ce que ça va donner. C'est bon, je suis au screen A. Je vais naviguer vers le screen B. Wow, c'est bon. Il y a une barre de navigation avec deux tabs. Dans le premier tab ou premier item, on retrouve une navigation imbriquée. Lorsque je clique sur Navigate to Nested Screen 2, c'est bon, je suis sur le Nested Screen 2. Mais la transition n'est pas vraiment smooth. Je vais ajouter une animation lors de la transition ici avec la fonction Slide Transition qui prend it. Voilà, les navigateurs comme argument. Je vais l'exécuter. C'est bon, je vais naviguer vers Screen B, qui a une barre de navigation inférieure. Et dans les premiers tabs, on retrouve un autre navigateur, comme je l'ai dit, qui est imbriqué et qui affiche les premiers Nested Screen visibles. Il s'agit de Nested Screen 1. Je vais naviguer vers le Nested Screen 2. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, la transition est faite avec une bonne animation. Même quand je reviens, je peux tout de même naviguer vers le deuxième tab. En tout cas, c'est cool. Tout est bon comme vous pouvez le remarquer. Voilà, c'est de cette manière que vous pouvez implémenter un système de navigation dans un projet Kotlin multiplateforme avec Compose multiplateforme. Un seul UI pour s'exécuter sur plusieurs plateformes. Tout au long de la vidéo, nous avons fait tous les tests sur la plateforme Android, en tout cas rien que sur la plateforme Android. Au fait, la fonction app ici, une fonction composable, qui est le point d'entrée de la définition de notre UI partagé pour toutes les plateformes. Cette fonction est appelée dans tous les composants qui permettent d'afficher les UI spécifiquement pour chaque plateforme. Pour Android, cette fonction est appelée dans le composant Activity à ce niveau, au niveau de la fonction setContent. Ces projets ciblent aussi les plateformes desktop et dans les modules desktop main, dans les fichiers main, les fichiers plateforme.jvm, en tout cas ça ne devait pas être là. Je vais donc le supprimer. Voilà, pour les desktop, la fonction app est appelée dans les composants Windows. Voilà, c'est le composant qui permet aussi d'afficher les UI pour une application desktop. Je vais exécuter l'application du bureau. Vous allez voir, en tout cas, c'est bon. Nous avons en tout cas le même comportement, parce que c'est le même code qui est partagé
et pour l'application Android et pour l'application Desktop. Nous voici donc à la fin de notre vidéo, très chers développeurs. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous l'avez aimé, partagez-la avec les autres et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.